David Autissier, alors j'interviens, donc professeur ESSEC. Alors, je vais rebondir un tout petit peu puis faire le lien avec ce qui a été dit ce matin sur les formations, sur les nouvelles pratiques, parce que je pense qu'on ne peut pas décorréler formation et nouvelles pratiques. Hein. C'est quand même très lié. Si on forme, c'est pour ces nouvelles pratiques-là. J'en parlais tout à l'heure avec quelques échanges donc à la pause café. Moi, je m'intéresse beaucoup. Enfin, il y a ces notions nous, dans les écoles de commerce, dans les business schools, on appelle ça maintenant. On développe la notion de leadership et de followship. Alors, on a beaucoup entendu le leadership, celui qui incarne la vision, qui a cette compétence. Et de plus en plus, c'est en lien avec des séminaires qui sont faits à la NASA, de dire on va former les gens en hyper-compétences, avec un leadership technique, parce qu'on a besoin de ces compétences-là. C'est-à-dire qu'il y a des risques aujourd'hui, moi je vois dans certains programmes formatifs, de dilution. Tout le monde veut faire un peu de tout, puis à la fin on ne fait rien. Donc, oui, il faut avoir une vue globale, mais il faut aussi avoir des spécialités. Et ça, je pense qu'aussi, enfin, on verra avec les commentaires, donc d'être à la fois dans ce leadership technique, et là on sait qu'aujourd'hui, la concurrence mondiale fait qu'il y a une exigence qui monte de plus en plus, donc en termes de recherche, en termes d'innovation, et en même temps, avoir des compétences de compréhension des autres et travailler ensemble, et effectivement d'être dans cette notion de followship. Et c'est pas facile parce que derrière la notion de leadership, il y a la notion de compétence, mais il y a aussi la notion un peu d'ego. Il y a aussi des comportements de ce type-là, de manière psychologique. Et c'est pas facile de se dire je suis leader et après je suis suiveur, entre guillemets. Et nous, on travaille beaucoup sur ça dans des équipes de leaders dans les organisations, sur cette notion-là. Ce qui amène de nouvelles pratiques, d'intelligence collective, de construction, sans dénier le leadership, sans dénier l'expertise. C'est un point que je voulais mentionner par rapport à ça. Et un autre élément clé qui a été mentionné, nous aujourd'hui, et je milite pour ça, moi j'ai beaucoup milité pour les formations en apprentissage dans les universités, dans les sciences économiques, sociales, etc., en disant allez sur le terrain, allez sur le terrain, allez sur le terrain. Et j'ai toujours pris l'exemple de la médecine. Donc gardez cela parce que, après on en parlera, bien sûr, ça a été dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc à un moment donné, la confrontation au terrain, la confrontation à la réalité, et ce qui donne corps, dirais-je, à la théorie, c'est la lecture du réel. Donc je pense que, je parlais dans l'épistémologie des sciences, mais je pense que ces notions-là, c'est à garder. Donc voilà, c'était le petit mot d'introduction que je voulais donner avant de laisser la parole. Du coup, bonjour à tous. Clara Bonavion, présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, la NEMF. Je suis étudiante en médecine, j'ai terminé ma 3e année et j'étais étudiante à Saint-Étienne. Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation aujourd'hui. Je m'appelle Antoine Dugas, je suis président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, aussi en fin de 3e année à Paris pour moi. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Du coup, je m'appelle Robin Tocqueville-Perrier, je suis le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, la NEPFE, à ne pas confondre avec la NEMF, on se ressemble beaucoup dans le sigle. Et je suis étudiant du coup en 4e année de pharmacie à Montpellier, mais pour l'année, comme mes collègues, on est tous basés sur Paris. Bonjour à tous, donc moi c'est Dimitri Allemand, je suis le vice-président en charge des perspectives professionnelles à la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Et du coup, merci pour cette invitation. Et je suis étudiant en 3e année à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Bonjour à tous, Antoine Redley, président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, qui représente du coup toutes les spécialités à l'internat. 19 000 internes, 28 villes. Et avant ce poste de président, j'étais interne donc en 3e année, donc 9e année de médecine, 3e année d'internat à Lyon en médecine du travail. Voilà. Alors, donc c'est vraiment un laboratoire. Donc, vous prenez la parole, vous dites où est-ce que vous en êtes, quels sont vos enjeux, ce que vous souhaitez, comment vous exercez, comment vous vous voyez, etc. Vous avez une totale liberté, vous répondez aux questions que nous voulons bien vous poser, si vous le voulez bien. D'accord ? On va commencer par une petite étude qu'on a faite il y a de ça 6 mois. On s'est aperçu que sur les étudiants en pharmacie, une personne sur 2 ne voulait pas pharmacie en premier choix après la PACES.
ce qui fait qu'on a des étudiants, on va dire, un petit peu démotivés ou qui n'avaient pas pour envie de se diriger vers la pharmacie. Et ça se ressent un petit peu sur la suite des études au niveau de la spécialisation qu'on peut avoir, soit à l'officine, soit à l'industrie, soit à l'internat qui ouvre à des carrières hospitalières. Avant, on avait 50% des étudiants qui allaient vers l'officine. Maintenant, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on va dire, un engouement plus certain pour l'internat en pharmacie et rejoindre finalement le côté hospitalier et peut-être se rapprocher un petit peu de ce que font nos collègues médecins. Mais je pense qu'il y avait cette ambition de se rapprocher du coup de l'hôpital ou d'aller vers la biologie médicale. C'est un diplôme que nous partageons avec les médecins. Donc cette réforme d'entrée dans les études de santé, elle arrive à pic. Elle arrive à pic pour sélectionner d'une certaine façon les étudiants qui sont motivés pour se diriger vers la pharmacie d'officine, industrielle ou internat, et les sélectionner d'une façon, on va dire, raisonnée et intelligente. C'est compliqué et je ne comprends pas à l'heure actuelle, et je pense que mes camarades diront la même chose, que la sélection pour devenir professionnel de santé est à la capacité de noircir des cases sur des grilles. Effectivement, nous sommes capables autour de cette table de le faire. On est capable d'apprendre des bouquins par cœur. On est capable de répondre à la virgule, au pluriel près, si c'est vrai ou faux. Mais ne doit-on pas être sélectionné finalement sur le côté scientifique et également humain de la chose, les sciences humaines et sociales. Donc je pense que cette réforme, elle arrive à pic. On y arrive bientôt, pas au dénouement, mais finalement au passage au Sénat qui structurera cette réforme d'entrée dans les études de santé. Donc je pense que je vais laisser réagir un petit peu sur le côté formation, et puis je reviendrai sur le côté perspective professionnelle du métier de pharmacien qui est en pleine évolution également par cette loi santé et les nouvelles missions qui lui sont confiées depuis bientôt 2 ans. Tu peux nous rappeler quand même, parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup, notamment parce que Jean l'a présenté, on a beaucoup regardé les études de médecine, on a un peu mieux compris les études d'infirmiers, mais quand on n'est pas pharmacien, même si on connaît les pharmaciens, la réforme actuelle, donc elle va vous toucher sur le premier cycle. Le premier cycle, et ça va impacter en fait tout le reste. Donc il y a déjà la réforme. Explique-nous ça. Voilà, donc les études de pharmacie sont en 6 ans pour le cycle court et en 9 ans pour le cycle long, donc le cycle internat. Après, on a une sélection, enfin pas une sélection, excusez-moi, on va dire une spécialisation au milieu de la 4e année pour savoir si on s'engage plutôt vers l'officine, l'industrie ou l'internat. Et là, on a des enseignements un peu plus particuliers, tout simplement pour une spécialisation. Et de ce fait, avec cette réforme, entrée dans les études de santé, on va pouvoir réaménager nos maquettes pour qu'elles répondent aux besoins qu'on attend du pharmacien sur le terrain. Donc que ça soit vraiment un besoin patient, un besoin de nouvelles technologies, que ce soit l'officine avec le virage numérique, ou l'industrie avec par exemple la réglementation des dispositifs médicaux qui est en train de changer. Donc réforme du premier cycle en cours, on a fini notre réforme du second cycle là en début d'année, réforme du 3e cycle en cours. Et il faudra un petit peu qu'on harmonise nos études pour que ça réponde et que ça soit logique dans le cheminement jusqu'à la fin du diplôme. Jusqu'à l'obtention du diplôme d'ailleurs, ça sera plus juste. Et grosso modo, même si évidemment tout le monde est différent, vous avez regardé ces évolutions avec évidemment un œil plutôt intéressé, enfin en tout cas plutôt positif. Oui, de toute façon positif, parce que nos maquettes n'avaient pas réellement évolué depuis un bon bout de temps. Donc effectivement, il y a le service sanitaire qui a été intégré l'an passé, qui est en train d'être mis en place. Donc il a fallu libérer du temps, corréler la formation, le temps pratique qui était normalement de 3 semaines, à voir si ça continue sur le terrain, si ça continue d'être 3 semaines, et ce temps de formation où on a dû réassembler des enseignements qu'on avait déjà dans des maquettes pouvant correspondre à ce qu'attendait de nous le ministère quand il a mis en place cette réforme du service sanitaire. Mais voilà, on le voit d'un bon œil parce que c'était pas flou, mais c'était un petit peu désorganisé dans le cheminement de nos études. Voilà. Et puis, il manque des enseignements qui sont très importants. Je vais en prendre quelques-uns, notamment pour le côté officinal. On a très peu de management au niveau de l'officine, alors que finalement, on va certainement à terme avoir une équipe jusqu'à parfois une dizaine de personnes, préparateurs, étudiants, adjoints, au sein de l'officine. On a très peu finalement de comptabilité. Pareil pour l'officine, c'est une officine est quand même une entreprise à parfois plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc c'est quelque chose qu'on est censé apprendre. Normalement, je le pense, je le souhaite pendant les études de pharmacie.
Donc c'est des choses toutes simples. Rappelle-nous, il y a combien d'étudiants combien de pharmaciens qui sortent chaque année? C'est de l'ordre de 3800 de mémoire. 3800. Et la part entre les 3 secteurs, c'est quoi? Un tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, un tiers, un tiers. Et ça a évolué? Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, c'était 50%. Donc un étudiant sur deux, c'est pas grave, un étudiant sur deux allait se tourner vers l'officine. Et ça a bougé depuis la PACES. Voilà, par cet attrait finalement d'étudiants qui auraient voulu exercer dans le milieu hospitalier en souhaitant médecine et qui sont un peu plus dirigés vers l'internat. Du côté de la kinésithérapie, on va avoir d'une part un contexte en ce moment pour les études qui va être très très particulier. On a d'un côté une réforme récente de toute la maquette de formation qui a fait passer notre modèle d'études de 3 ans à 5 ans obligatoire. Donc ça rajoute tout un bloc autour de la formation pure de kiné qui se passe en 4 ans en institut. Mais il y a cette première année universitaire commune avec les professions, les filières de médecine, maïeutique, dentaire et sage-femme qui étaient rajoutées. Et en parallèle de ça, on a depuis maintenant une dizaine d'années tout le processus d'intégration universitaire de la filière qui a été entamé. Alors ça va plus ou moins vite selon les universités et selon l'engagement de tous les partis de formation, les universités comme les instituts de formation. Mais enfin voilà, il y a ce processus d'intégration universitaire qui est absolument nécessaire pour la profession, parce qu'on a une révolution, et vraiment j'insiste sur le mot, une révolution de la kinésithérapie aujourd'hui, avec d'une part la création de la filière de recherche, l'introduction de l'EBP qui prend une place de plus en plus importante au sein de la filière, et tous les praticiens veulent se tourner aujourd'hui vers l'EBP. On en parlait tout à l'heure, bon, je ne vais pas réévoquer ce que c'est, mais enfin, voilà, aujourd'hui il y a un réel besoin et une volonté de la part de tous les kinésithérapeutes de sortir de ce paradigme du cabinet libéral usine du kinésithérapeute qui prend 6-7 patients à l'heure et qui fait des exercices à droite à gauche où il n'est même pas avec son patient. Aujourd'hui, voilà, on a un réel changement pour la kinésithérapie de par toutes ces intégrations, voilà, dans la recherche, dans l'université et dans la recherche de soins les plus efficaces, les plus efficients pour les patients, toujours centrés pour les patients. D'un autre côté, mais ça je pense que les autres, mes collègues en parleront aussi, il y a tout l'enjeu de l'interprofessionnalité. Donc je reviens sur cette image qui collait un peu aux kinésithérapeutes dans les années 70-80, voilà, de cet exercice isolé, un peu à la chaîne. Et aujourd'hui, on observe que dans les instituts de formation, on insiste de plus en plus sur le travail en commun avec les autres filières, le travail en commun avec les autres professions. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, pour nous, l'intégration universitaire est aussi un enjeu majeur, parce que pour nous, ce sera un vecteur énorme d'interprofessionnalité. Parce que l'interpro, c'est pas juste travailler en parallèle avec les autres filières, avec les autres praticiens de santé, mais c'est aussi être formé avec ces autres filières-là, avoir des enseignements en commun, avoir des enseignements centrés autour des patients et qui peuvent être bénéfiques pour tout le patient dans sa globalité, dans son parcours de soins. Donc voilà, on a cet enjeu aussi qui est majeur pour la kinésithérapie aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des pratiques avancées en soins infirmiers. Ce n'est pas le modèle qu'avait choisi la kinésithérapie il y a quelques années. On a préféré se tourner vers la généralisation du cursus pour tous les étudiants en 5 ans. Donc on tend aujourd'hui, on n'a pas encore le grade master malheureusement, et c'est quelque chose qui peut être assez aberrant finalement, parce qu'on a 5 ans d'études obligatoires sur le papier, mais on n'a pas la reconnaissance des 5 ans d'études. Et c'est quelque chose qui va apporter un grand mal-être à la profession et qui se traduit par aujourd'hui une désertification du secteur hospitalier. C'est-à-dire que on a aujourd'hui dans l'image de la profession environ 80% d'exercice en libéral et 20% d'exercice en salariat, en gros. Mais aujourd'hui, on voit que les stages se désertifient de plus en plus dans le milieu hospitalier, et même à la PHP, qui est énorme et qui a énormément de kinés. Il y a eu la réduction de la moitié des stages en quelques années seulement. Et donc aujourd'hui, on observe qu'il y a ce grand cri de panique de la part de la kinésithérapie salariée, parce que ce secteur-là n'attire plus. Et donc on n'a pas seulement ce souci de désertification géographique,
avec des zones sous-dotées qui sont de plus en plus criantes, mais aussi, on a aussi ce souci de désertification de secteurs d'activité tout entiers qui aujourd'hui, en fait, on voit que pour les patients, ça devient vraiment un drame. Parce que si on prend, par exemple, on est en travail étroit avec des médecins gériatres à la PHP, mais on voit que, par exemple, la durée moyenne de séjour d'un patient qui n'a pas pu bénéficier de soins en kinésithérapie par rapport à celui qui a pu en bénéficier, parfois la durée moyenne de séjour double d'un patient à un autre. Et donc, en fait, on se rend compte que cette désertification est parfois, on a l'impression d'être un peu oublié par les pouvoirs publics ou par cette reconnaissance justement de la profession qui est demandée. Et si rien n'est fait, malheureusement, ça va continuer. Les effectifs vont continuer à s'amenuiser et on tendra vers une kinésithérapie 100% libérale, ce qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, parce que dans le secteur hospitalier, le kiné est indispensable, et même pour l'exercice en interprofessionnalité avec je pense que mes collègues le diront aussi, mais c'est absolument primordial d'avoir toute une équipe de soins qui est absolument coordonnée autour du patient et dans le but d'avoir un meilleur parcours pour le patient. Donc on a tous ces enjeux-là aujourd'hui qui font que la formation est en train de changer radicalement et que les nouveaux besoins ils sont présents, les étudiants s'en saisissent et il y a une réelle volonté de la part de la kinésithérapie d'évoluer. Mais je ne vais peut-être pas plus m'éterniser, je vais laisser mes collègues continuer sur le sujet. Ouais, moi je trouve que c'est passionnant ce que tu racontes, parce que c'est effectivement là aussi peut-être un peu moins travaillé par nous, moins connu. Et moi je suis assez frappé de constater que c'est le mouvement inverse de ce que nous ont annoncé pour les médecins, le goût du salariat d'un côté, de l'hôpital, et chez vous, en réalité, tout le monde veut aller dans le libéral, ce qui veut dire qu'il doit y avoir. Et la deuxième question que je pose, c'est en fait où on est quand même, où en sont toutes ces formations privées, parfois à l'étranger, parfois très chères, parfois un peu parallèles, etc. Est-ce que la loi va changer tout ça ? Juste un commentaire, parce que c'est important dans le débat pluriprofessionnel, dire qu'on soutient beaucoup votre démarche, double démarche, de la reconnaissance grade master, parce que moi ça me paraît aujourd'hui logique. Enfin, si on a une logique d'intégration universitaire, comme on l'a dit avec Jean-Michel ce matin, allons jusqu'au bout de la démarche. Enfin, sinon on ne comprend pas très bien comment elle se fait, première chose. Et la deuxième chose, poursuivons la démarche qu'on a entreprise avec la PACES et qui a été partagée, très positive, et on a plein d'indicateurs à la fois de satisfaction mais de qualité. Continuons cette démarche, et le mot d'ordre qu'on passe dans les universités, c'est qu'on intègre. Alors, la commande de la loi ne pouvait pas intégrer les métiers de la rééducation, mais le mot d'ordre dans les universités, et la loi va l'autoriser sous la forme entre guillemets d'expérimentation, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais enfin d'autorisation à faire des choses particulières. Le mot d'ordre, c'est dans chaque université essayer de renforcer, de faire briller la filière éducation au sens large. Alors la loi, c'était la commande initiale, c'est que la réforme concernait les métiers médicaux, en fait, MMOP, enfin les 4 métiers médicaux, et que la réforme ne s'intéressait pas spécifiquement, ne devait pas s'intéresser spécifiquement aux autres métiers. Alors ils sont associés, de fait, on le voit pour les kinés, mais en tout cas nous, on va au-delà de ça. On a un mot d'ordre dans les universités qui est, n'oubliez pas, pour une raison extrêmement simple, au-delà de votre avis, c'est l'employabilité à l'issue de la procédure licence mineure majeure. On a intérêt à trouver des métiers au bout des choses. Or, vous proposez des métiers pour ceux qui n'iront pas potentiellement dans les métiers médicaux, qui ne veulent pas y aller ou qui n'iront pas. Il ne faut pas que ce soit des choix par défaut, et on veut aussi pousser de telle sorte que ça, pour les pharma, c'est très vrai aussi. On veut absolument que cette réforme elle permette des choix plutôt positifs que des choix par défaut. Mais là aussi, soyons pas non plus utopiques. Il y aura forcément, il y aura des stratégies. Voilà. Mais essayons au moins de pousser le système dans le côté le plus positif. Sur la question très rapidement, de la formation à l'étranger et de la formation par rapport à la formation en France. Aujourd'hui, on a environ un tiers des nouveaux inscrits au tableau de l'ordre qui sont issus de diplômes communautaires. C'est énorme parce que on a actuellement 2800 kinés qui sont formés par an, et donc il y a sur le nombre total d'inscrits au tableau de l'ordre, il y a un tiers qui sont issus de l'Union européenne, mais avec beaucoup d'étudiants français. Et ça, pour nous, c'est dû à plusieurs facteurs.
principaux facteurs. D'une part, le système assez sélectif français, de passer par la PACES ou alors un concours après une L1 STAPS ou une L1 biologie, qui fait que ça peut en décourager certains, forcément. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui est vraiment inhérent à la kinésithérapie, mais à d'autres filières de rééducation comme l'ergothérapie ou la psychomotricité, c'est le coût de la formation dans certains instituts, parce que pour reprendre l'exemple de Robin tout à l'heure, selon si on a coché la bonne case grise ou la mauvaise, eh ben on va pouvoir se retrouver dans un institut public à frais universitaires ou un institut privé à but lucratif à 9 000 € l'année. Pour le même diplôme d'État qui est délivré avec la même formation. Et aujourd'hui, ça rompt totalement le principe d'égalité des chances, parce qu'on a ces étudiants qui s'engagent dans cette première année universitaire, qui est totalement équitable pour tout le monde. Mais après, justement, il n'y a plus ce choix-là de pouvoir avoir une formation à frais universitaires pour tous. Et forcément, ça va décourager certains de choisir cette filière. Ça va continuer cette reproduction sociale qu'on observe dans les instituts de formation, avec des classes supérieures privilégiées. Il va y avoir cette inégalité d'accès à la formation aujourd'hui qui va faire que les formations européennes peuvent être beaucoup plus privilégiées parfois. Par exemple, je prends par exemple la formation en Belgique qui est harmonisée à environ 800 € par an. Forcément, les étudiants, ils se disent les mathématiques, c'est assez simple. D'un côté, on a un système qui peut être très sélectif et qui peut être très très cher par an. D'un autre, un côté qui a à frais quasi universitaires et qui va être parfois plus simple d'accès que les filières françaises. Donc aujourd'hui, on a un réel problème d'attractivité de manière générale de la formation en France. Et malgré le fait qu'on dénonce ça avec les instances professionnelles aussi, comme les instances étudiantes, rien n'est fait, malheureusement, pour rendre la filière française de kinésithérapie, qui est pourtant une des meilleures en Europe, rien n'est fait pour la rendre plus attractive aujourd'hui. Et donc c'est vraiment ça la dualité, parce que d'un côté on a ce manque criant de kiné à l'hôpital, mais d'un autre, comment voulez-vous que des étudiants soient attirés par le secteur hospitalier alors qu'ils ont des prêts parfois allant jusqu'à 50 000 € et que le salaire, même de manière très basique, le salaire d'un kiné hospitalier ne permet pas de rembourser d'un côté un prêt comme ça à des dizaines de milliers d'euros et de l'autre d'avoir un train de vie convenable. C'est juste, l'équation n'est pas tenable aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation de cause à effet qui est quand même très directe et très simple à identifier. Totalement. Il y a une dizaine d'années, il y avait une trentaine d'instituts de formation, la moitié privés, la moitié publique. Les privés sont très chers. J'avais observé à l'époque que les étudiants en masso-kinésithérapie étaient parmi l'ensemble des professions de santé ceux qui démarraient leur exercice professionnel avec le plus grand endettement. Ce qui explique un certain nombre d'approches professionnelles d'ailleurs. Parce que simplement, ils ont des nécessités de remboursement qui sont absolument considérables. Et l'universitarisation, elle se heurte à cette affaire que la moitié des instituts sont privés, que c'est extrêmement rémunérateur pour les professionnels qui détiennent ces instituts privés, et que pour les attirer dans le cadre de l'universitarisation, c'est un sujet assez difficile, qui a des aspects triviaux, je dirais, que chacun peut entendre. Mais je prenais la parole surtout pour dire que je ne pense pas que ça ait changé. Les étudiants ont des emprunts qui sont colossaux à rembourser au moment de l'installation. Ça justifie la Belgique, où plus de la moitié, quasiment, de ce qui était le quota de kiné venait de Belgique, en réalité, ce qui est quand même une stupidité, quoi. C'est en Allemagne aussi, je suis à côté. La moitié du contingent des écoles allemandes frontalières, c'était donc même commentaire. Clara puis Dimitri. La moitié du contingent des écoles de kiné allemandes frontalières, c'est des Français. Pour les enjeux, pour les études de médecine, alors à l'entrée des études de médecine, on n'a pas ce problème d'attractivité, c'est vrai, mais par contre, on a un vrai problème de bien-être et d'attractivité de notre formation quand on est dans notre formation.
parce qu'on a un vrai problème de santé mentale au sein chez nos étudiants, mais c'est chez aussi tous les étudiants en santé, avec plus de 66% de nos étudiants qui ressentent des symptômes d'anxiété, plus de 30% de nos étudiants qui ressentent des symptômes de dépression. Donc il y a un vrai mal-être, et moi je l'impute beaucoup aux études. Ce n'est pas les seules raisons, c'est clair, mais je l'impute beaucoup à l'organisation de nos études, qui sont un parcours d'obstacles de concours, avec le concours à la fin de la première année, le concours à la fin de la 6e année, qui sont les épreuves classantes nationales, le CN, et puis après le parcours du combattant, de l'internat, et puis du post-internat aussi, qui peut être très compliqué. Donc moi j'espère que, et j'y crois, que cette réforme de nos études, elle va pouvoir rendre nos études bien plus saines pour nos étudiants, parce qu'elle va leur permettre de s'épanouir. L'épanouissement, il va passer pour la première année par ne plus passer par cette PACES et pouvoir arriver de par des parcours totalement différents, de par une première année de licence de droit, une première année de licence de ce que les étudiants ont envie. Donc vraiment pouvoir diversifier les profils et leur permettre de s'épanouir dans une formation. Et puis, durant les études de médecine, la réforme du second cycle va leur permettre de pouvoir, la même chose, se diversifier, aller faire des enseignements qui sont autres que les enseignements classiques de médecine, et puis se diversifier aussi dans les enseignements médicaux, dans le sens où on va pouvoir sortir du CHU dans lequel on fait malheureusement presque tous nos stages à l'heure actuelle, et aller faire des stages en CH, mais aussi en libéral, et ainsi vraiment pouvoir voir tous les exercices qui existent et construire notre projet professionnel en fonction de tout ce qui existe. Parce qu'à l'heure actuelle, la seule chose qu'on voit, c'est soit nos professeurs en cours qui sont PUPH, donc qui travaillent pour la plupart à l'hôpital, soit le CHU dans lequel on fait tous nos stages. Et donc vous disiez qu'il y avait cette volonté, au final, au début des études de médecine, beaucoup veulent faire médecine générale et après bien moins, mais c'est parce que en fait, on ne voit que ça durant nos études. On voit que le modèle de l'hôpital, alors qu'il faut pouvoir juste tout voir pour pouvoir construire son projet professionnel sur tout ce qui existe. Donc il y a ça d'une part qui est un vrai enjeu de pouvoir diversifier notre formation et diversifier tous les paysages que vont voir nos étudiants. Et puis il y a l'autre enjeu de l'interprofessionnalité qui est très peu présent dans nos études. Moi, je crois profondément que l'interprofessionnalité, c'est pas s'asseoir à côté dans un amphi et apprendre le même cours. Pour moi, l'interprofessionnalité, c'est faire des stages ensemble, faire de la simulation ensemble, apprendre à vraiment travailler ensemble, faire des projets ensemble. Et c'est ce qu'a commencé le service sanitaire, et il faut qu'on continue avec d'autres projets ensemble. Parce que la volonté des étudiants, c'est vraiment d'exercer en interprofessionnalité. J'ai entendu que les étudiants en médecine voulaient du salariat. C'est pas si vrai que ça, en fait. On a sorti une étude et 70% des internes veulent exercer l'exercice libéral, en fait. Sauf que, au final, 3 ans après leur diplôme, seulement 35% des internes, enfin des néo-diplômés, se sont installés. Pourquoi on a ce différentiel entre la volonté de s'installer et la non-installation? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, nos études ne nous préparent pas du tout au libéral. On ne fait pas de stage en libéral, on ne fait qu'un seul stage de médecine générale de 3 mois pendant le second cycle. Et puis, on n'a aucun cours aussi sur qu'est-ce que c'est que le libéral, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment est-ce que je gère une comptabilité. Tout ça, les étudiants sont perdus et ne savent pas faire. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour notre formation de s'adapter donc aux besoins de santé actuels, comme je vous disais, en permettant aux étudiants de connaître le libéral et donc ensuite de pouvoir s'installer en libéral, mais aussi aux besoins de santé qui sont futurs sur les nouvelles technologies, mais aussi sur les enjeux de santé et d'environnement, sur les enjeux de l'antibiorésistance, plein d'enjeux qui ne sont pas assez intégrés dans nos études, et puis aussi des nouvelles compétences qui vont devoir arriver, comme la technologie,
à cause de la technologie, on va avoir besoin de nouvelles compétences parmi nos professionnels. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse diversifier les enseignements pour avoir des professionnels qui sont un peu hybrides, avec des médecins qui peuvent toucher à l'ingénierie, des médecins qui peuvent toucher à l'informatique, pour vraiment s'adapter à la transformation future de notre système de santé, qui va être de plus en plus diversifié et qui va toucher de plus en plus de domaines. Merci Clara, il y a plein de points qu'on partage. La difficulté, c'est après c'est la mise en œuvre pratique, en fait. C'est là-dessus qu'il faut encore beaucoup travailler. Je pense qu'il y a un point principal où il n'y a pas de discussion, parce que ça, c'est identifié maintenant depuis quelques années. Il faut qu'on arrive à redonner une forme d'enthousiasme, de bonheur aux étudiants pendant leurs études. Ça, c'est quelque chose qui a changé. On a interrogé un peu beaucoup de générations, d'ailleurs, pour voir un peu quelle était la perception des différentes générations. Clairement, aujourd'hui, il y a cette vision, ce vécu de la souffrance, qui est celui-là. Et il faut qu'on trouve les moyens de redonner un peu ce plaisir, parce que l'enseignement, ça doit être aussi, il y a une part de plaisir, en fait. Et puis, on a 18, 19 ans quand on commence. C'est inconcevable qu'on soit tout de suite le nez dans le guidon et puis qu'on dit qu'on croit qu'on joue sa vie tous les 6 mois ou chaque année. Donc il y a beaucoup, c'est comme toujours, de projections. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression. Probablement que, et ça va être difficile à contrôler, là on n'a pas encore de solution, mais le métier de médecin garde une telle projection sociale, familiale. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas assez de diversification et que les enfants de médecins veulent faire médecine et qu'il y a ce côté endogamique et que ça pousse un peu le système et la pression. Donc c'est la diversification aidera peut-être ou pas, on verra bien. Mais il faut supprimer cette pression qui est quand même extrêmement délétère pour nos étudiants, c'est incontestable. Après, dire que ça n'est que les étudiants de médecine, je pense que ça ne serait pas respectueux des autres soignants, même des directeurs d'hôpitaux et des infirmiers. Dans les IFSI, on a fait quelques enquêtes en IFSI, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et ça veut donc dire quelque part aussi qu'il y a une exacerbation de la souffrance spécifique dans le monde des soignants, mais que c'est traversé par une souffrance sociétale qui est bien sûr beaucoup plus large. Ça, c'est la conjonction de ces deux facteurs-là. Donc c'est bien clair, parce que c'est important de bien analyser les causes, parce que si on n'analyse pas bien les causes, on n'a pas les bonnes solutions. Très important. Ça, c'est vraiment... Voilà, là, on y travaille vraiment. Et la réforme, elle est faite, Pascal l'a rappelé, la réforme, elle est faite pour ça, pour décongestionner un peu ce système-là. Là où il y a des difficultés, je l'ai dit, c'est sur le calendrier, la pratique. C'est à partir de quand il faut... se former notamment à l'esprit d'entreprise, à l'entreprise, etc. Est-ce qu'il faut le faire tôt, plus tard? Là, il y a tout un travail de savoir à quel moment. Les choses qui sont malgré tout incontestables, et là on se retrouve, c'est qu'il n'y a pas assez de formation pluriprofessionnelle, de vision commune du métier de demain. Ça, c'est sûr, ça on peut l'améliorer. C'est déjà parti, on va l'améliorer. Là aussi, où il faut vraiment porter le fer, et avec Pascal, on l'a déjà dit souvent, c'est sur l'enseignement du managériat. Et au-delà du managériat d'entreprise, il y a simplement le savoir-être ensemble. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. On peut effectivement l'enseigner pour qu'il y ait moins de frustration. Et la troisième chose, je pense qu'on peut vraiment améliorer, c'est probablement ce que tu as dit, Clara, et là on partage totalement ça, c'est avoir une autre vision du monde et mettre dans les études de santé au sens large une vision sociétale des choses. Quand on est soignant, on a cette vision, qu'on a cette chance d'avoir, quand on est soignant, d'avoir une vision de la société avec nos yeux, évidemment, on n'est pas les seuls, mais ces yeux-là et cet engagement citoyen aussi de santé qu'on peut avoir vis-à-vis des grands problèmes, et une vision différente de l'handicap, de la précarité, du risque environnemental et de tous ces sujets-là, je pense qu'on peut effectivement mieux les transmettre, mieux les enseigner, mieux les transmettre. Et c'est des choses qui manquent certainement. Néanmoins, dernier point, il faut que quand vous êtes en face d'un médecin, quand vous êtes un jour patient, parce que tout le monde l'est potentiellement, la première chose que vous demandez, on a fait l'enquête, c'est que le médecin en face de vous ait des connaissances ad hoc, ou les moyens d'avoir les connaissances ad hoc, ou le réseau. C'est quand même le point de sortie majeur. Et juste de dire avec beaucoup de bienveillance, mais on a de temps en temps, vous savez, en province, on connaît bien tous les médecins du département. De temps en temps, il y a des médecins
qui sont d'excellents médecins très à l'écoute, très bienveillants, mais qui n'ont jamais fait le travail de formation continue et qui n'ont aucune compétence technique et qui font malheureusement, il faut le dire, de temps en temps beaucoup de dégâts médicaux alors qu'ils sont très à l'écoute, ils sont très aimés de leurs patients, c'est une chose, mais ça n'est pas un médecin accompli, parce que le médecin, il doit être à la fois empathique et être capable d'écouter, mais c'est aussi quelqu'un qui sait régler les problèmes médicaux, en tout cas, si ce n'est pas lui qui les règle, savoir comment on les règle. Donc n'oublions pas ça, donc il ne faut pas qu'on bascule d'un côté d'un monde très techno, très scientifique, vous voyez le truc EBM, la base, etc., dans un monde qui serait un monde philosophico-empathique. Je pense qu'il faut surtout arriver à construire la double culture. Et ça, c'est un problème de construction pédagogique. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les deux, de la capacité relationnelle d'un médecin et ses connaissances et sa technicité. Pour moi, un étudiant qui est bien dans sa tête et un étudiant qui s'épanouit dans ses études, c'est un étudiant qui pourra bien mieux apprendre et de meilleure façon les connaissances et les compétences qui lui sont dispensées. Et puis, ces réformes, justement... Pourquoi on fait nos études de médecine? C'est quand même pour faire médecin. Et pourquoi on ne se sentait pas très bien dans ces études? C'est parce qu'on sentait très bien qu'il y avait un manque de sens dans ces études et qu'elles ne remplissaient pas leurs objectifs de nous former à être médecin. Donc ces études-là vont mieux nous former et ça va du coup s'accompagner vers une amélioration de notre bien-être parce qu'on va pouvoir voir bien plus de modes d'exercice, voir plus de champs d'horizon qui nous seront offerts une fois qu'on sera diplômé. Mais je crois profondément qu'on va avoir des professionnels qui seront mieux formés et plus sereins. Merci Clara. On demande à Dimitri et Antoine Termy. Alors du coup, un petit point de contexte sur la formation qui mène aujourd'hui au diplôme d'état d'infirmier. Alors aujourd'hui, les études durent 3 ans. Ces études, elles sont régies par un référentiel de compétences qui a été établi en 2009. Et donc ce référentiel parle déjà d'intégration universitaire. Donc ça fait en gros 10 ans qu'on parle d'intégration universitaire pour la filière en soins infirmiers. Malheureusement, on n'y est toujours pas. Donc c'est l'un des enjeux majeurs qu'on attend dans cette réforme, nous, c'est l'intégration universitaire et la manière dont on peut la mettre en œuvre et comment elle va être mise en œuvre. Également, on a parlé sélection des études MMOP notamment. Nous, le mode de sélection a changé récemment. Jusqu'à l'année dernière, on était soumis à un concours d'entrée. Donc chaque institut de formation organisait son concours d'entrée auquel il y avait 2 épreuves, une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Aujourd'hui, on a enfin rejoint le système Parcoursup. Donc tous les bacheliers et futurs bacheliers lycéens en terminale peuvent s'inscrire sur la plateforme Parcoursup et pour accéder donc aux études d'infirmier. Pour nous, c'est une grande avancée. On l'attendait depuis longtemps. Donc on est assez content de cette mise en œuvre. On attend bien sûr de voir comment ça va évoluer et quelle amélioration on va pouvoir en tirer, puisque rien n'est parfait, mais on est déjà content du système. Ensuite, il a été évoqué le mal-être des étudiants en santé. Donc nous, effectivement, la FNESI, on a mené plusieurs études sur le mal-être des étudiants en soins infirmiers. Et il y a des chiffres très alarmants qui reviennent régulièrement concernant nos étudiants. Donc on attend aussi de cette réforme qu'elle puisse améliorer ça et ramener du bien-être et de l'humain dans cette formation. Aller dans des études de santé pour finalement retrouver des études aussi déshumanisées, c'est pour nous un petit peu aberrant. Donc on attend beaucoup de ça. Il y a aussi un volet qui a été évoqué qui concerne l'interpro. Pour nous, pour que les compétences acquises pendant la durée du diplôme puissent être enfin reconnues en exercice, il est impératif que les professionnels de santé se connaissent et notamment connaissent leur champ de compétences. Et donc pour ça, pour nous, il est indispensable qu'il y ait des phases communes avec des travails en commun en interfilière pendant la formation pour que chaque futur professionnel puisse connaître les différentes compétences des uns et des autres
et puisse appréhender les manières de fonctionner des différentes professions, ce qui permettra à la sortie, et au moment où les gens seront diplômés et exerceront chacun leur métier, de connaître et d'avoir déjà appréhendé tout ça, de gagner du temps et donc du coup de pouvoir mieux orienter les patients, gagner en efficacité dans le parcours de soins et du coup de vraiment reconnaître les compétences de chacun. C'est vraiment un élément important pour nous. Ensuite, du coup, comment on visualise cette réforme des études de santé ? Alors nous, on la visualise, on souhaite être intégré dans cette réforme pleinement. Donc on souhaite une refonte du référentiel, puisque il a 10 ans cette année. On se rend vite compte qu'il n'est plus tellement adapté au système de soins actuel, que les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de prise en soins, l'ambulatoire qui se développe de plus en plus remettent en cause ce référentiel. Donc pour nous, il est impératif de réouvrir ce référentiel, de le refonder. Et sous quelle forme ? Alors il faut garder cette forme de bloc de compétences, puisque c'est ces blocs de compétences, comme il a été évoqué plusieurs fois ce matin, qui permettent d'unir toutes les professions et de regarder quels sont les liens communs entre ces professions. Donc on souhaite garder ce bloc de compétences pour le référentiel, mais on souhaite intégrer la mineure santé. Pourquoi ça ? Pour favoriser les passerelles entre les formations et qu'on puisse, en validant une mineure santé, intégrer les études MMOP sans difficulté et au même titre qu'une formation de sciences dures ou de sciences sociales, autres, puisse intégrer les formations MMOP. Donc on souhaite vraiment être inclus dans ce système. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus et je répondrai aux questions. Oui, je te remercie parce que je pense que Jean-Michel doit avoir du petit lait. Je pense que d'ailleurs tout ce qui a été dit à la table ronde par vous montre que ce processus aujourd'hui est un succès, alors non accompli encore, mais de l'université, parce qu'on n'est qu'à la moitié du chemin au mieux. Mais ça veut dire quand même, et moi je suis très impressionné, notamment à Strasbourg, dans ma fac, quand on a commencé à construire un an et demi notre projet de faculté de santé qui intègre la médecine maïeutique, les métiers de la santé, l'engouement des 10 IFSI d'Alsace à venir participer, alors que le sentiment que j'avais il y a 4-5 ans, c'était un sentiment, après 2009, en 2010-2011, un sentiment un peu de prudence, de crainte de l'université. En gros, c'est les directrices d'IFSI qui sont des directrices de soins, en fait. Voyez ça du point de vue de l'hôpital, l'université qui vient nous manger nos métiers, etc., avec une vision très négative. Aujourd'hui, je trouve que ça a très vite beaucoup changé. Et maintenant, à nous de vous accompagner. Alors, vous rentrez par Parcoursup, et j'ai vu qu'il y a un engouement invraisemblable d'inscription sur Parcoursup qu'on n'avait pas attendu. C'est peut-être un bon signal, mais on a aussi tout le travail à faire après d'ingénierie d'accompagnement et sur tous les aspects, la formation, mais la recherche aussi, permettre effectivement aux infirmières, les infirmières, IBOD, IAD, IPA, IPS à la canadienne, qui font encore beaucoup plus, de venir participer à ce système de soins, créer en fait, ce qu'on disait avec Jean-Mi, potentiellement non pas des nouveaux métiers, mais des nouvelles fonctions de type coordinateur dont on a besoin, ou d'autres fonctions de ce type-là, et aboutir les choses. Mais il va falloir un peu de temps. C'est vrai qu'on a mis trop de temps dans cette phase 1. On aurait pu aller plus vite. Maintenant, il y a une vraie phase. Le plus intéressant à faire, c'est ensemble. Qui peut se concrétiser, comme tu l'évoquais, dans la formation, pourquoi pas par des licences en soins infirmiers. Ça peut s'imaginer. Il y aura bien potentiellement des initiatives de licence des métiers de la rééducation. Pourquoi pas une formation licence de type-là. Après, c'est à imaginer. Je pense qu'on est plutôt dans un modèle aujourd'hui libéré, contrairement à ce qu'on faisait autrefois. Et là aussi, Jean-Mi se rappelle très bien de l'arrêté 2009 PACES, que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Quand on voit comment c'était écrit dans le détail d'écriture à la virgule près, il ne faut plus faire ça, quoi. Aujourd'hui, il faut laisser des initiatives et à chaque université de faire son offre, mais ça peut être quelque chose d'imaginé. On n'en est pas encore là. On n'est pas là, mais pourquoi pas imaginer dans certaines universités cette initiative-là. Ça peut être intéressant.
Alors oui, effectivement, concernant l'engouement sur Parcoursup, pour notre première année d'intégration au dispositif, on a été la formation la plus demandée sur toutes les formations existantes. Bon alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la publicité qui a été faite de notre formation, puisqu'il ne faut pas se le cacher, Parcoursup a été force de visibilité, il a permis de faire découvrir les instituts et la formation aux yeux de tous les lycéens. Et puis un autre élément, c'est qu'on est dans on n'a pas les mêmes phases. C'est-à-dire que les étudiants, les lycéens, futurs étudiants, vont être limités dans le nombre de vœux. Et pour nous, ils vont être limités dans le nombre de choix d'université, mais pas dans le choix du nombre d'instituts. Ce qui fait que ça va grandement augmenter la quantité de vœux, mais pas forcément la quantité de candidats. Donc là, il y a beaucoup de, entre guillemets, fake news sur le nombre de candidats qui aurait énormément augmenté par rapport aux années précédentes. On n'a pas tellement de données là-dessus, puisque les IFSI ne faisaient pas de statistiques avant sur leur concours et sur le nombre de candidatures, puisqu'à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qu'on a. Donc nous, on n'est pas très inquiets là-dessus et on pense vraiment que ça va se décanter et que la majorité des candidats vont pouvoir, les candidats potentiellement qui auraient été retenus les années précédentes, vont pouvoir trouver une place en IFSI. Ça ne nous inquiète pas plus que ça. Ensuite, concernant les autres éléments qui ont été évoqués, la licence santé, tout ça, nous, on est du coup très favorable à ça. On l'attend avec impatience. On a hâte il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension réorientation. On n'a pas envie que les gens qui n'arrivent pas à se professionnaliser soient obligés d'abandonner ou de se réorienter. Il faut qu'il puisse y avoir une filière qui corresponde à eux et donc du coup de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences qui arrivent. Voilà. Vous remarquerez quand même, mesdames et messieurs, que nos jeunes étudiants sont quand même d'abord très bons, ils parlent tous très bien. Ils sont très difficiles à avoir, hein, parce que hier, ils étaient tous invités à la Paris Healthcare Week, et c'est difficile de se les... et au salon infirmier. Alors d'ailleurs, merci Dimitri, parce que je sais que vous êtes très présent, la FNESI au salon infirmier, que c'est difficile. Rendez-vous cet après-midi pour ceux qui veulent venir. Mais, chers amis, la gloire de la gloire, quand même, est venue hier pour Antoine Redley, qui a fait la une du Monde. Donc, Antoine, nous sommes très fiers de t'avoir ce matin à l'université du Change Management, parce que passer à t'avoir après que tu aies fait la une du premier journal français, c'est un grand honneur pour nous. Je vais essayer d'être bref, une petite demi-heure tout au plus. Donc, concernant la formation et les réformes, nous, c'était quelque chose qui était très attendu. On est très content que toutes les associations gèrent la réforme du premier et du deuxième cycle. Nous, on continue de gérer celle du troisième cycle avec la NEMF et l'ISNAR. J'ai envie de dire make medicine great again, parce que il est temps qu'on change un peu notre formation, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une étude qui avait été faite qui montrait quand même que entre la première année de médecine et la sortie de l'internat, il y avait 20% d'étudiants qui disparaissaient, enfin qui disparaissaient dans la nature. Et c'est Jean qui parlait l'année dernière en commission parlementaire qui estimait que le coût de la formation d'un étudiant en médecine, c'était 150 000 €. Bon, c'était sans compter les économies qu'on fait faire à l'hôpital, enfin c'est un autre débat, mais toujours est-il qu'il y a quand même un investissement humain et un investissement matériel dans nos formations, et je pense qu'il faut se poser la question des profils qui rentrent dans ces formations, mais également la formation en elle-même. C'est quand même assez marquant comme chiffre qu'il y en a 20% qui partent comme ça. Mieux formés pour avoir un meilleur exercice, pour avoir une longévité plus longue, parce que ça touche nos collègues infirmiers qui ont une durée de vie moyenne professionnelle de 7 ans à l'hôpital, avant de quitter l'hôpital. C'est aussi le cas de plus en plus de chefs de service qui rentrent chefs de service très jeunes et qui... par exemple, je connais un chef de service d'endocrinologie qui m'a dit 42 ans, moi ça ne me dérangerait pas de quitter le service et de faire complètement autre chose. Il disait en plaisantant j'irais peut-être élever des chèvres, mais c'était complètement, il ne se voyait pas forcément avoir une activité médicale après par la suite. Donc je pense que il faut, même si on est une génération qui souhaite de plus en plus changer de métier et pas avoir une carrière linéaire, il y a une question quand même à se poser là-dessus.
Les médecins, on a parlé de la formation continue, donc oui, les médecins doivent continuer de se former, mais ils doivent pouvoir avoir la possibilité et du temps pour le faire, et on pense que l'exercice regroupé permettra ça, parce qu'il y a toujours le souci d'un médecin quand il va se former d'abandonner son cabinet et d'abandonner ses patients, et c'est vrai que d'être regroupé, savoir qu'il y a ses confrères qui vont permettre d'assurer le service quand on n'est pas là, et ben ça permet de se former, et même de discuter après sur les formations que les autres ont pu suivre. Donc c'est vraiment, mais il faut avoir du temps pour ça. L'exercice isolé disparaît petit à petit, parce que aussi lors de l'enquête qui a été faite par l'ordre, il était très clairement montré que les jeunes on ne souhaitait plus s'installer de manière isolée, parce qu'on avait peur de s'installer, de ne pas avoir des confrères à côté à qui on pourrait poser la question, à qui on pourrait demander de l'aide. Et c'était aussi on pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les jeunes préfèrent faire du remplacement avant de s'installer, puisqu'on a une autonomie qu'on n'acquiert pas forcément durant l'internat, parce qu'on est quand même biberonné au CH, au CHU, on est encadré, on est dorloté, choyé, enfin, façon de parler, puisque c'est beaucoup de structures qui sont quand même maltraitantes, mais toujours est-il que l'autonomie ne s'acquiert pas forcément durant nos études. Donc vraiment, il y a cette volonté des internes, quand ils sortent, de la gagner, mais de manière transitoire et pas d'un seul coup. Il y a également aussi le fait de se regrouper, parce que il y a une volonté d'avoir une vie personnelle aussi, en plus d'avoir l'exercice et de se former. Les jeunes ne veulent plus travailler autant que les aînés à faire des heures pas possibles. Il y a aussi une volonté d'avoir une vie à côté, et c'est un souhait qui est tout à fait, qui est tout à fait légitime, après avoir fait 9-10 ans d'études, voire 12 pour certains, des études qui sont longues et difficiles, et je trouve que légitime de demander à avoir une qualité de vie raisonnable, et d'avoir du temps pour soi après pour construire une vie personnelle et s'épanouir. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et que je rejoins énormément d'idées qui ont été dites. Donc je vais laisser la parole à si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais sinon, moi, personnellement, c'est... Et aussi, si vous avez juste un petit coup de pub, ce soir à 18h30 à Sciences Po, nous parlons des formations européennes dans la médecine, dans le médical. Donc voilà, n'hésitez pas, Jean sera là, Pascal aussi, et moi également. On a fait la pub avant. Voilà, ah bon, très bien. Jean-Loup Durousset, donc je gère des établissements, et en vous entendant, je voudrais faire deux choses. Un commentaire d'abord et une question. Un commentaire, c'est vrai que je sais... Non, c'est pas ça. Je me dis en vous écoutant, franchement, vous êtes super, tu l'as dit, et vous donnez envie de travailler avec vous. C'est-à-dire vraiment tous, en vous entendant là-dessus. Maintenant, la question, c'est est-ce que les établissements ou les structures qui demain vont vous accueillir sont capables d'être à la hauteur de vos ambitions? Et ça va poser une nouvelle question de la transformation des lieux d'exercice où vous allez avoir, qu'ils soient en libéral ou en salarié. Il va falloir que les structures se réadaptent aussi dans le même temps que la réforme des études médicales, puisque vous avez de belles perspectives devant vous. Puis j'ai une question, puisque vous faisiez la clôture de votre intervention en parlant ce soir de l'Europe. Moi, je pense que la médecine française ou la kinésie française peut briller à l'international. Sauf qu'un des handicaps qu'on constatait dans la formation passée, c'est l'absence des langues et la maîtrise des langues étrangères. Alors, je ne sais pas où vous en êtes sur cette réflexion dans le cadre de la réforme des études, mais si ça s'ouvre, tant mieux, quoi. Vous aurez vraiment une palette complète. Je peux répondre, parce qu'on l'a clairement, on est tellement conscient de ça que dans les enseignements dits d'ouverture de premier cycle, ce qu'on modifie dans la réforme, les langues et l'anglais apparaîtront in extenso. Donc c'est une vraie nouveauté. Hein. Donc c'est pas encore fait, mais on verra l'arrêté, ce que dira l'arrêté. Mais enfin, dans la préfiguration de l'arrêté, c'est un élément clé. Je voulais juste réagir sur l'accueil dans les établissements. Point de sensibilité extrême aujourd'hui. Il faut vraiment que les établissements du CHU, mais au CH aussi, hein, et au-delà, comprennent que, moi je pense aux internes, parce que j'ai plusieurs conflits, Antoine, on en gère quelques-uns de ce type-là, un conflit idéologique, c'est que l'interne n'est pas du personnel soignant qu'on va mettre pour boucher des trous de trous médicaux, de déficit d'offres de soins dans les établissements CH ou CHU. Ça, c'est plus acceptable.
J'ai encore eu, pour vous donner, sans donner de détails, un conflit à gérer, un conflit sévère, qui n'est pas fini d'ailleurs, la semaine dernière avec mon ARS, qui voulait affecter de force des internes dans une unité, simplement parce qu'il n'y avait pas de médecin senior, que les gars étaient partis en ville, quoi. Donc ça, c'est inacceptable, hein. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision pédagogique de formation qui est nouvelle, qui est celle qu'on a choisie. Il ne faut pas d'un côté choisir une option et puis après se dire il n'y a pas assez de médecins, on va mettre des internes là où dans les déserts médicaux. C'est une aberration. Ou alors on a une démarche logique et on a une démarche progressive. Alors c'est le choix qui est fait. Mais il faut aller au bout de son choix. Mais il faut que les établissements s'adaptent. Et moi, je suis un grand partisan, le jeudi, à tous les CH, à Thierry Godot, entre autres. Il faut que les CH s'organisent par une seniorisation des soins en première ligne. Si les internes sont là, ils sont là comme ils viennent apprendre à se mettre en disposition et à la fin en responsabilité. Mais c'est un processus dont les établissements doivent se saisir, du CHU au CH. Et des établissements, des petits cabinets libéraux. Et il y a encore trop, à mon sens, de dévoiement dans les cabinets libéraux, les MSU. Très honnêtement, il y a eu des remplacements déguisés l'interne vient, il fait tourner la boutique et moi je vais jouer au golf. J'exagère, hein, évidemment, mais ça arrive et il faut éviter ça, c'est pas acceptable. Oui, Clara, j'aurais bien aimé avoir, et on va terminer avec toi, si tu veux bien, avoir deux avis, celui de Myriam qui vous a un tout petit peu plus, qui vous a précédé, et Jean-Pierre Armand qui est un grand chercheur. Vous parliez, monsieur, de est-ce que les établissements seront prêts à nous accueillir dans le mode d'exercice qu'on vise, qu'on souhaite, qui est l'exercice en interprofessionnalité. Je pense que c'est vraiment aussi tout un changement d'état d'esprit qu'il faut avoir dans tout notre système. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à organiser le soin autour du patient et à avoir des parcours de soins qui soient bien définis pour les patients pour qu'on puisse réellement travailler en interprofessionnalité. Et parce qu'actuellement, la coopération, elle est déjà possible, sauf qu'elle n'est pas réalisée. Pourquoi elle n'est pas réalisée ? Parce que déjà, il y a un vrai fouillis. Le patient, il va de professionnel en professionnel. Parfois, il va refaire 2 fois sa radio parce qu'elle n'a pas suivi. Donc, il y a plusieurs choses à avoir. Il y a d'une part une coordination qui va passer par le numérique pour faire passer les données de santé et qui sont totalement nécessaires pour agir en interprofessionnalité. Il y a une autre part qui est l'organisation. Il va falloir qu'on arrive à trouver des coordonnateurs pour arriver à vraiment permettre aux patients d'avoir un parcours dans le soin qui soit efficient et pas redondant. Et puis, il va falloir aussi avoir tout simplement un mode de financement de notre système de santé qui permette cette interprofessionnalité. Parce qu'actuellement, le mode de financement n'est pas celui qui va inciter le plus le professionnel à travailler avec d'autres professionnels. Donc, il y a aussi cette notion-là. Et puis, je pense, au-delà de ça, qu'il faut aussi que nos statuts s'assouplissent et qu'on puisse... Il n'y a plus le médecin libéral tout seul dans son village, sous son clocher, et puis le PUPH qui fait toute sa carrière dans l'hôpital public et qui restera. Il faut aussi qu'on arrive à faire évoluer les statuts et qu'on arrive sur des statuts mixtes aussi, parce que je ne parlerai pas pour les autres filières, mais je ne sais pas si ça change, mais je pense que c'est plutôt proche. On a aussi envie d'exercer de manière diversifiée en libéral et en hospitalier, et de pouvoir avoir vraiment la diversification de notre exercice, même pendant notre carrière, et de la même manière aussi pouvoir un peu enseigner, pouvoir faire de la recherche, toucher au côté universitaire aussi, et tout ça dans un système où on peut quand même aussi avoir une vie personnelle à côté. Tu veux un commentaire? Alors pourquoi on me fait parler? Parce que je suis un cancérologue en 80e année d'internat pratiquement. Hein. Il y a 10 ans que j'ai pris ma retraite. Je suis entrepreneur. Maintenant, je viens de lever 30 millions pour une biotech. Vous voyez le genre. Et j'ai fait de la médecine toute ma vie, de la médecine hospitalière, etc. Et j'ai terminé comme directeur d'un centre de lutte contre le cancer. Je n'ai pas eu d'études managériales au début. Je n'ai pas appris l'anglais à la faculté, mais je parle anglais couramment. Donc il y a toute une série d'éléments dont il ne faut pas attendre que ce soit la faculté qui vous les donne. Il faut aller les chercher à la fac de droit, ailleurs, à droite et à gauche. Hein. Et j'ai le souvenir des années 70 où j'aurais pu être parmi vous, avec une dynamique syndicale intensive.
le même enthousiasme. Je suis heureux de vous voir, parce qu'il y a le même enthousiasme qu'on avait à l'époque. Et vous verrez que vos chemins vont être très différents de ce que vous imaginez aujourd'hui. Par contre, c'est vous qui les ferez. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Les structures françaises sont extraordinaires. Elles vous permettent plus de flexibilité maintenant qu'il y en avait dans les années 70. Je suis parti en rupture, moi, avec la faculté pour partir aux États-Unis. On ne voulait pas me valider mon stage d'interne. J'ai dit, tant pis. Je pars aux États-Unis, et puis vous me verrez, peut-être vous me reprendrez. Si vous ne voulez pas me reprendre, je ne reviendrai pas comme interne. C'est pour valider un internat. Donc, soyez ce que vous êtes, là, en discussion, et puis faites des chemins originaux. C'est vous qui allez, par vos modèles, modifier le pharmacien de demain, le kiné de demain, l'infirmier de demain. Vous l'avez en main, ça. Et l'université va tout faire en France, parce que maintenant, elle est généreuse et flexible, pour vous permettre d'aller très loin et de modifier le système. Profitez-en, on est dans un environnement qui n'a pas beaucoup d'égal. Alors il y a un problème majeur, moi j'ai une fille qui est en 3e année de médecine, je ne reconnais pas ce qu'elle fait de ce que je faisais, mais je peux vous dire que j'ai une confiance absolue dans ce que vous êtes en train de construire. Pour terminer, alors j'étais à votre place il y a 10 ans, donc je me sens vieillir en vous voyant. Je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. En fait, les chemins ne sont pas si linéaires que ça. C'est intéressant de voir ce que vous mettez comme enthousiasme et comme projection dans l'université. Donc, il y a de l'autre côté, du côté universitaire, ça implique un poids également à apporter, puisque c'est ce que vous allez devenir et comment vous aider à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Sauf que vous êtes en formation, et vous ne savez pas encore exactement ce que vous avez envie de réaliser très précisément. Vous avez déjà choisi des filières, vous savez que vous allez être pharmacien, kiné, infirmier, médecin, mais il reste encore des options. Un point, je pense, important pour l'université, si on veut aider chacun, c'est justement de savoir réellement déceler chez chacun des moteurs, ce que chacun va essayer d'avancer. Donc connaître réellement les gens pour savoir ce vers quoi ils peuvent aller et ce vers quoi ils veulent aller. Et ça, ce serait, je pense, une aide vraiment importante dans le choix et dans l'orientation, si elle est adaptée et aux besoins de la population, mais également à chaque personne, à chaque futur soignant. On n'a pas tous les mêmes appétences, on n'a pas tous les mêmes envies. Très important, on ne doit pas se laisser enfermer parce que certaines portes se ferment. C'est aussi à nous de créer notre chemin. Mais si on peut être aidé dans ce chemin en reconnaissant certaines compétences, certaines appétences, managériales, recherche, peu importe, il y en a des milliers, ce serait extrêmement aidant. Voilà, nos remerciements sont à la hauteur de l'intérêt que nous avons pris à cette matinée. Et notamment, je crois que c'est un bon choix. Alors, on le savait, parce qu'effectivement, on a compris, je ne porte pas un jugement de valeur, mais je crois que l'on a affaire à de grandes réformes importantes. Et il faut donc à la fois espérer qu'elles donneront du sens à chacun, c'est-à-dire du sens à votre travail et à votre avenir, et puis à votre vie personnelle, et évidemment au fonctionnement collectif. Je veux remercier très sincèrement d'abord tous les intervenants, je ne les cite pas parce qu'ils ont tous été de très grands niveaux, nous ont beaucoup aidés. Avec le comité de pilotage et avec Dominique Meigne en particulier, nous sommes très contents, je crois, de ce que nous avons fait ce matin. Je remercie nos partenaires, les animateurs, les membres du groupe des sons de l'Université du Change Management. Je vous donne rendez-vous à la conférence de presse et de restitution le 20 juin. Venez, on vous expliquera toute l'évolution de ce que nous voulons faire, les évolutions de ce que nous voulons faire. Notre projet, on le présentera à tous le 19 septembre en principe, mais merci de nous répondre chacun. Si cette date vous convient, on fera un grand colloque de l'Université du Change Management 2019. Ce soir, merci, c'est l'Europe à Sciences Po, 18h30. Venez tous, ça sera très sympa. Et je remercie Françoise Millet, évidemment, François, Petit, Pascal, et Manuel et Philippe, et Victoire, notamment. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. À bientôt. Merci.